Nous sommes donc de retour pour cette deuxième partie de notre entretien et ici, plus particulièrement, nous allons nous concentrer sur la politique. Alors, la politique, c'est quelque chose d'extrêmement vaste. Malheureusement, ça mériterait un épisode sur la politique à lui tout seul. Qui sait si on n'est pas en train de teaser un autre épisode pour notre audience. Mais ce qui moi, m'intéresserait un petit peu de discuter avec toi, notamment sur la notion de politique en général. J'ai cette notion d'Aristote en tête, que je n'ai pas placée sur mes notes, mais comme ça, elle est spontanée, qui disait que le but de la politique était de servir les intérêts de la cité. Est-ce qu'à l'heure actuelle, la politique est toujours conforme à cette définition ? Ou encore une fois, pour faire un lien avec l'histoire et ce dont nous avons discuté, est-ce que la notion de politique elle-même n'a pas changé, entre autres, avec le temps, avec la culture, avec les mœurs, avec une certaine vision de la politique plutôt qu'une autre? En bref, est-ce que la notion de politique est-elle restée la même ou a-t-elle changé? Alors, à la première question, je vais répondre ni oui ni non. À la deuxième question, je vais répondre ni oui ni non. À la troisième question, je vais répondre c'est compliqué. Ici, déjà, il y a... Et je pense qu'il y a plusieurs éléments qui sont importants de nuancer. Effectivement, c'est le rôle, ce sont les compétences du politique, de nos élus, de nos gouvernants, qui ne sont pas nécessairement élus, de gérer des matières qui vont toucher à notre quotidien, à notre bien-être, etc. Maintenant, le principe même des élections fait que parmi ceux qui sont allés voter, en principe tout le monde en Belgique, fait qu'il y aura des heureux et des déçus. Là-dessus, il faut ajouter aussi, selon le pays duquel on vient, sur le fonctionnement même. Bon, ça a l'air un peu rébarbatif ce que je dis, mais ça a son importance, très très honnêtement. Le système de scrutin a son importance parce qu'en fonction de ça, on va avoir une coalition de partis qui ensemble vont représenter l'avis de la majorité de la population, ou bien un seul parti qui va tout dominer tout seul, parce que c'est lui qui avait le meilleur score. Pas forcément parce qu'il obtenait tout seul une majorité, parce qu'il y a eu une majorité de minimum 50% des opinions de la population, mais parce que tout seul, il avait un peu plus que les autres. Ça, c'est important à nuancer aussi. Après, qui dit faire alliance avec d'autres partis pour représenter la majorité, dit aussi renoncer à certains éléments pour faire place à d'autres. Parce qu'il y a ce principe de coalition et de grand compromis, comme on dit ici à la Belge, qui fait qu'effectivement, on vote pour des partis qui s'engagent à faire des choses, mais qui après sont obligés de négocier avec les autres et qui reviennent sur des engagements de campagne. Ce qui est dommage, mais qui présente en même temps, selon le point de vue, on va me dire que c'est très technique et très discutable ce que je dis, mais ça permet malgré tout de maintenir un certain équilibre. Bref, ce passage un peu plus pénible, désolé, étant fait, je pense que de nouveau, il y a cette question de l'information qui a souligné. Information qui va dans tous les sens, et ici, les élections sont pour bientôt, 2024, que ce soit au niveau européen ou pour nous en tant que Belges, en fait, toutes les élections possibles et imaginables vont avoir lieu. On a nos partis politiques qui sont en campagne permanente. La moindre déclaration est clairement un objectif qui vise à fragiliser les autres, à se renforcer, etc. Et on peut se demander jusqu'à quel point leur dispute comme ça nous défend réellement, nous la population, à quel point ils s'intéressent à nous. Là en fait, et c'est assez malheureux, mais j'ai envie de dire quelque part, nous attendons, nous, population, à ce que nos représentants nous vendent du rêve.
Mais qui dit nous vend du rêve veut dire aussi nous proposer des choses qui ne sont pas forcément réalisables. Par exemple, une réalité... Je vais prendre cet exemple-là. Il y a quelques années en France, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, la crise économique commençait, la France était en grosse difficulté, et le Premier ministre, François Fillon, c'est un exemple que je donne tout le temps à mes élèves, a fait une déclaration dans laquelle il expliquait que la France était au bord du gouffre, que la France allait très mal, qu'économiquement c'était la galère et que ça allait être la catastrophe et qu'il allait falloir prendre des mesures fortes qui n'allaient pas plaire aux Français. Le président est repassé derrière en disant « Mais non, tout va bien, ça se passe bien ». Puis on voit que j'ai repris un peu la gestuelle de Sarkozy avec mon épaule. Mais mes excuses, Nico. Du coup, oui, nous ne sommes pas intimes. Du coup, désolé Nico pour te rappeler Nico. Du coup, je reviens à mes moutons. Je vais avoir les Républicains contre moi. Désolé André. Mais du coup, on se retrouve dans une communication où on a un président qui veut être réélu, qui fait une com phénoménale, où à la fin, dans sa com, si on l'entend, c'est carrément Sarkozy qui a sauvé l'Europe de la crise. Vraiment. Je tairai mon opinion là-dessus. Vérifiable par des faits objectifs. Bref. Dans cette situation, pour qui on va avoir envie de voter? Pour un représentant de la famille Adams qui nous dit « La situation est désespérée, nous allons souffrir, les mesures doivent être urgentes et vont nous faire du mal, mais nous sommes au bord du gouffre. » Ou quelqu'un qui vous dit « Mais ne vous inquiétez pas, je vous assure, je vais parvenir à résoudre tout et grâce à moi, l'Europe sera sauvée. Vive moi, vive la France !» Toi-même, en oubliant tous les faits, si tu devais voter pour un de ces deux personnages, tu voterais pour Sinistros Ier ou pour Monsieur, je vais sauver la France? D'abord, je tiendrai à dire qu'avant de répondre à cette question, je voterai inconditionnellement le petit Deadpool qui se trouve juste là. Puisque, sachez-le, ce petit Deadpool a tout pouvoir sur tout le monde. Voilà, comme ça vous l'aurez vu. Il est là. C'est notre compagnon. Petit compagnon qui a tout compris à la politique romaine, je précise. Nous le précisons. Hein. Maintenant, sur une note plus sérieuse, oui, bien sûr que je voterai pour la personne qui dégage plus d'enthousiasme, plus d'énergie, plus de confiance. Il est clair que si on est en train d'exposer un discours dans lequel il faut non seulement faire appel aux sentiments, je dirais, non seulement des électeurs, mais peut-être, pour parler peut-être en termes un petit peu plus politiques et techniques, aux sentiments nationaux, aux sentiments qui font appel aux intérêts de la nation, eh bien, je pense que même dans l'inconscient collectif, pour reprendre encore un terme historique qui provient de Cornelius Castoriadis, qui lui-même a été homme politique, outre qu'être philosophe et mathématicien, au passage, il me semble clair que celui qui a le discours le plus vigoureux est celui qui est amené et amène à avoir le plus d'électeurs. Oui. Et justement, quelque part, c'est un piège dans lequel nous, électeurs, on aime bien tomber. On n'a pas envie de quelqu'un qui, quelque part c'est triste, qui va nous dire la réalité comme elle est, de manière... qui nous annonce des mauvaises nouvelles. Voilà, tout à fait. On a du mal à se confronter quand le monde va mal. Il y a quelque chose de l'ordre du psychologique, de éviter le conflit, éviter le combat contre le déni, et même une espèce de mise en miroir quelque part des problèmes qui là pour le coup sont politiques, mais qui eux-mêmes sont une sous-division de problèmes historiques, sociaux, circonstanciels, etc. Tout à fait. Et dans ces périodes-là, justement, on a tendance d'autant plus facilement, et nos politiciens jouent là-dessus, à être plus sensibles à des discours plus radicaux, qui grossissent beaucoup plus le trait, qui défendent, qui soulèvent beaucoup plus nos passions, plutôt que notre raison, quelque part. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut absolument un monde purement rationnel. À ce niveau-là, je ne suis pas trop adepte de Platon et de la division qu'il défend, mais quelque part, effectivement, nos politiciens jouent avec nous, jouent à nous faire rêver, mais c'est ce qu'on attend d'eux, heureusement, malheureusement. Mais en même temps, nous aussi, nous avons notre responsabilité
parce que c'est ce que nous attendons d'eux. Et pour être élus, ils sont obligés de jouer à ça. Certains avec plus de plaisir que d'autres, c'est indéniable. Certains avec plus de malveillance que d'autres, c'est indéniable. Mais toujours est-il que pour être élu, on ne peut pas nous parler uniquement de raison, on ne peut pas nous parler uniquement de réalité. Nous attendons qu'on nous vende du rêve. Et quelque part, nous nous piégeons, nous aussi. Et ce flot, pour revenir là-dessus, ce flot d'informations continues ne nous aide pas. D'autant plus que nous sommes de nouveau dans une période, enfin, nous sortons de je ne sais plus combien de crises successives. Je pense pouvoir parler au nom de beaucoup d'entre nous, mais nous sommes à bout. À côté de ça, nous sentons que nous sommes aussi dans une période de transition. Il y a beaucoup de mouvances. On peut mentionner le mouvement woke, par exemple, qui soulève beaucoup de discussions pour ou contre. Est-ce que c'est l'avenir de la lutte sociale ou pas? Est-ce que ça menace soit la masculinité, l'ordre établi, etc. Je ne vais pas faire le débat ici, même si vous devinez que j'ai une certaine opinion là-dessus, mais on est dans une période charnière où il se passe beaucoup de choses, et ça va être notre responsabilité de prendre notre avenir en main, de nous montrer critiques, de nous montrer intelligents, de nous montrer subtils, pour ne pas tomber dans ces pièges, pour faire comprendre à nos politiques qu'on n'attend pas de beaux discours, qu'on attend des solutions concrètes, mais qu'on attend aussi qu'on fasse attention à nous, à nos besoins et aux besoins de cette société qui évolue. Et même, si j'ose aller plus loin, il faut aussi se rendre compte que beaucoup des questions politiques actuelles, pour reprendre le discours que tu avais tantôt sur l'histoire des temps actuels, beaucoup de sujets actuels de notre société, que ce soit pour des luttes sociales ou des groupes d'inclusivité ou autres, disons que tous ces sujets-là et toutes ces luttes-là sont aussi des luttes qui ne se résoudent pas non plus par des oui ou des non. Ce sont des sujets beaucoup plus subtils que ça, ce sont des sujets qui obligent une réflexion profonde, subtile, intellectuelle aussi, et qui exigent à ce qu'on trouve surtout les notions de dignité, de respect et de justice sociale là derrière, et non pas forcément d'être pour ou contre de manière catégorique, parce que les sujets des temps actuels, et je cours un risque en disant ça, mais je vais le dire quand même, je trouve que beaucoup des sujets des temps actuels ne se résoudent pas par un oui ou un non catégorique. Je pense qu'ils exigent débat, je pense qu'ils exigent travail, je pense qu'ils exigent construction, et qu'il faut justement qu'il y ait une responsabilité individuelle et collective qui aille dans le sens d'une plus grande justice sociale pour tous, avant de trancher catégoriquement par la positive ou la négative des propos de X ou Y, etc. Parce qu'il est très facile, il me semble aussi, de se perdre là-dedans et de penser que certains sujets sont importants alors qu'au fait ils sont annexes, ou en termes de priorité, ils ne seraient pas aussi importants que d'autres. Donc je pense que c'est quelque chose qui est important de souligner là-dedans aussi. Parce que je pense que dans toute période historique, il y a quand même eu des priorités, des temps de crise, des temps faciles et des temps difficiles, et que ces temps-là ont obligé aux hommes et aux femmes de l'époque de trouver des solutions ensemble, et que c'est grâce à ces hommes et à ces femmes qu'aujourd'hui nous avons un devoir de mémoire, et que c'est la moindre des choses de les respecter, que de respecter également ce devoir de mémoire lui-même, puisque c'est grâce à ceux qui ont été là avant nous que nous avons l'opportunité, nous, d'être là, et que la continuité de qui nous serons, c'est-à-dire nos enfants, nos petits-enfants, etc., auront la possibilité et les conditions d'existence de pouvoir être dans notre monde. Tout à fait. C'est très très joliment formulé. Et ça permet même de faire un lien, vu qu'on est dans un passage sur la politique, sur la question de la dette environnementale, de la dette ou plutôt du poids qu'on va faire peser à ceux qui vont nous suivre en matière de pension, etc., qui justifie qu'actuellement, que ce soit en France ou en Belgique, on soit en grande discussion sur comment réformer ce système de pension qui ne peut pas être maintenu tel quel en l'état. C'est en fait, outre la question de nous, comment nous allons vivre, il y a aussi cette question
soit pour les pensions ou pour l'environnement, de comment on va faire vivre nos enfants, comment on va faire vivre nos petits-enfants et ceux qui vont les suivre. Et demain se joue déjà aujourd'hui. Alors, très, très belle formule. Demain se joue déjà aujourd'hui. Est-ce que cette formule-là, justement, tu sais de qui elle provient ou... Aucune idée. Quelqu'un l'a très sans doute dit avant moi, mais ça vient de mes petites cellules grises, comme dirait Mais mes parents. c'est excellent parce que justement, je trouve que c'est cette phrase qui permet de coupler, en termes d'interdisciplinarité, l'histoire à la politique, puisque c'est effectivement lorsque l'on a tous les éléments qui nous permettent de préparer le lendemain, que l'on est en pleine possession des éléments aujourd'hui pour agir. Et justement, il y a quelque chose qui me traverse l'esprit en ayant cette conversation avec toi, c'est que il y a de nos jours, c'est une impression, tu me diras si j'ai tort ou si mes propos sont peut-être disproportionnés ou exagérés, il y a de nos jours, j'ai l'impression, pas seulement dans notre génération actuelle, mais aussi peut-être que c'est devenu pratique courante, une forme de paralysie devant l'action. C'est-à-dire, on se dit qu'on va faire certaines choses, on prend des engagements, mais soit on ne s'exécute pas par paresse ou par le fait de la journée, de dire je le ferai bien demain de toute façon, ou il y a toujours demain. Mais y a-t-il un jour où justement il n'y a plus de demain, il n'y a plus de lendemain, et qu'il aurait fallu agir hier? Il y a une formule d'un ingénieur auquel je pense qui disait le bonheur était pour demain. Et il fait justement un jeu de mots entre été et demain, ce qui m'a fait penser à la phrase que tu mentionnais en disant que demain se prépare aujourd'hui. Et si justement il était déjà trop tard? Je me fais un peu l'avocat du diable, bien sûr, mais est-ce déjà trop tard à certains égards? Ça, c'est une question très très compliquée. Ici, c'est moins l'historien que la personne qui va répondre, et la personne que je suis a envie de croire qu'il est encore possible de faire beaucoup de choses, qu'il n'est pas trop tard, qu'on peut apaiser des querelles, des rancœurs. Je pense par exemple, je quête entre le mouvement woke, je pense qu'on peut encore agir pour beaucoup de choses concernant le féminisme, le racisme et compagnie. Je pense que oui, on a poussé l'engrenage très très loin et que là maintenant ça va être difficile de rattraper les choses convenablement. Mais en même temps, il faut faire quelque chose. Même si ça a l'air insignifiant, ou plutôt pour reprendre une certaine formule, tout ce qu'on fait est insignifiant, mais c'est important de le faire. Peut-être qu'il est trop tard. Peut-être qu'il est encore temps d'agir. Quoi qu'il en soit, si on n'agit pas, les choses ne peuvent pas s'améliorer. Savoir comment demain sera fait, impossible. Savoir comment les choses seront dans 100 ans, impossible. On a une série de prévisions, d'estimations, de statistiques, mais de probabilités plutôt. Mais c'est en prévision de tout ce qui pourrait arriver qu'il est important, chaque jour, d'essayer de faire des choses pour contribuer à améliorer demain. Et si on ne le fait pas, si on déclare forfait, oui, ce sera trop tard. Certainement. Mais si on fait des choses, il y a toujours moyen que notre vie, que nos sociétés, que notre monde, que notre planète s'améliore. Le seul moyen de le savoir, de voir si il est trop tard ou pas, c'est de faire des efforts pour améliorer les choses. Et plus tard, on verra si ça a porté ses fruits. Si on ne le fait pas, alors tout aura été vain. Et je vous laisse imaginer ce que ça pourra engendrer. Je suis à 200% d'accord avec toi sur tes propos. Et ici, c'est bien évidemment le citoyen qui parle et non pas le philosophe. Si bien que les deux s'accouplent et se rejoignent. Mais il y a quelque chose de l'ordre de l'urgence de l'action. Et que effectivement, même si c'est insignifiant, ce n'est pas pour autant qu'il faut jeter l'éponge, c'est pas pour autant qu'il faut se sentir découragé. Et c'était d'autant plus important parce que justement nos ancêtres auraient fait de même et auraient peut-être été confrontés
à ces mêmes situations, alors certes sous d'autres formes, certes sous d'autres circonstances, certes sur des sujets différents, mais la constance étant l'adversité, c'était la même, et eux-mêmes ont agi contre ça, contre toute attente. Et surtout le message que l'on souhaite faire passer ici, c'est que de toute façon, le futur est par nature incertain, et que donc essayer de le prévoir, c'est prendre un pari perdant, parce que de toute façon, dans un pari, c'est toujours 50-50. Soit on gagne, soit on perd. Ce n'est pas comme le pari de Pascal, qui lui nous donne quelques ouvertures de pensée là-dessus. Donc voilà. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose là-dessus. Mais justement, tout ça, ça me fait penser, on va repartir un peu plus dans ton rayon, ça me fait penser à l'ouvrage La fin de l'histoire et le dernier homme de Francis Fukuyama, qui développe à coups de Hegel, Platon, Hobbes, Locke, etc., toute une série de thèses sur quelle pourrait être la finalité, l'aboutissement de l'histoire et comment pourrait fonctionner l'être humain à la fin de ce processus d'évolution des sociétés. Oui. Et j'aimais beaucoup la manière dont il a conclu son ouvrage en disant que peut-être qu'en fait ça ne donnera rien de tout ça. On n'en sait rien, on peut se poser beaucoup de questions, et je pense que c'est important de se poser ces questions. Bien sûr. Pour voir comment, quelles actions, qu'elles soient publiques ou individuelles, quelles actions mener pour améliorer demain, mais il faut reconnaître notre ignorance. Maintenant, de nouveau, je tiens quand même à insister là-dessus pour ne pas donner l'impression de tomber dans un relativisme absolu. Effectivement, il y a une urgence qui est là à différents niveaux. Je suis convaincu qu'il y a aussi une urgence politique à mieux inclure, à mieux informer le citoyen sur les décisions, sur les réalités qui le touchent, mais dont il n'a pas forcément conscience, mieux informer sur les questions climatiques, mieux informer sur toute une vague de questions. Et là-dedans, j'intègre aussi les questions de non-discrimination qui sont fondamentales. Ça doit se faire aujourd'hui, pas reporter à demain. Sinon, cette fois-ci, pour reprendre mon cher Hegel, cette fois-ci, je ne vais pas aller dans le sens contraire de lui. On va juste, comme il le présente sa dialectique du maître et de l'esclave, engendrer toujours plus de rivalité, toujours plus d'opposition entre un maître et un esclave qui essaieraient de prendre la place l'un de l'autre, alors qu'il faudrait sortir de la dialectique et s'accepter les uns les autres pour construire demain ensemble sur base de tout ce qu'on peut apporter chacun. C'est totalement juste ce que tu dis. Certains vont nous taxer de bisounours, mais personnellement on s'en fout. Je pense qu'il faut effectivement se battre pour ces idées positives, dans le sens où on cherche à faire le mieux possible, le plus possible, le plus grand nombre possible. Il me semble que ces impératifs-là doivent régner justement dans un monde où on est davantage bombardé par toute l'information, comme tu as dit, et que effectivement tout cela devrait même réduire la distance qu'il y a entre le ou les dirigeants politiques et le citoyen commun, parce qu'on voit quand même qu'il y a une distance qui se crée de plus en plus grande. Les affaires courantes des hommes politiques ne sont pas les affaires courantes des citoyens. Il y a quelque part une perte de socio-perception, j'ai l'impression, une espèce certains hommes politiques, dans leur discours, dans leurs marqueurs de langage, sont hors sol. Alors après, on ne peut pas les plaindre dans le sens où ils sont occupés avec des dossiers et ils ont tout un ensemble de staff qui doit leur apporter des dossiers, mais cela ne doit pas servir d'excuse pour tenir des discours qui, eux, sont très distants vis-à-vis d'une certaine réalité qui est quand même celle de leurs citoyens et qui, de par cette distance, peut créer des problèmes de communication. Parce que, en fin de compte, celui qui reçoit, le citoyen reçoit quand même quelque chose, que ce soit vrai, faux, nuancé, pas nuancé, il reçoit quelque chose, que ce soit des données brutes ou des données traitées, il les reçoit, vrai ou faux, il les reçoit. Et l'homme politique, lui, à l'heure actuelle, étant donné que la politique est devenue une politique de gestion plutôt qu'une politique politicienne, eh bien, elle est amenée à plutôt faire passer des dossiers plutôt que les traiter convenablement. Ce qui pourrait aussi expliquer cet ajournement continu des problèmes qui ne se règlent pas tout de suite, mais qui se font ajourner à plus tard. Oui, et ça me fait penser aussi à un adage
que j'ai beaucoup entendu pendant mes études de droit et qui m'a toujours mis hors de moi, qui est que nul n'est censé ignorer la loi. Le problème, c'est que, et là, il y a une grosse responsabilité des politiciens, c'est que la loi, en règle générale, loi, décret, ordonnance, tout ce qu'on veut, n'est pas compréhensible. Et j'ai envie de dire que s'il est obligatoire pour le citoyen de ne pas ignorer la loi, dans ce cas-là, il est aussi obligatoire pour le législateur de rendre la loi compréhensible et abordable. Ne pas se limiter à une communication qui ne sera compréhensible que par quelques-uns, qui restera l'apanage d'une certaine élite, et au final, si vraiment la politique s'intéresse aux citoyens, pour reprendre la citation d'Aristote que tu prenais tantôt, alors la politique doit se rendre compréhensible pour les citoyens. Et ça passe par la compréhensibilité du droit. On retourne toujours à notre fameux arc herméneutique de connaître, comprendre. Les deux s'imbriquent, les deux vont de pair, les deux sont essentiels pour tout ça. J'aimerais, à moins que tu aies encore quelque chose à rajouter, j'aimerais que l'on parle un petit peu d'Europe. Moi, j'ai fait une mineure en études européennes. Alors, une mineure, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est un ensemble de cours à choix que l'on peut avoir en bachelier dans les universités belges. Et donc, mes études européennes m'ont amené à comprendre, entre autres, le fonctionnement de l'Europe, le fonctionnement de notre continent, d'une réalité qui est politique, sociale, géographique, mais aussi d'une réalité qui est historique, parce que l'Europe est aussi le produit d'héritage, de coutumes, de mœurs, qui sont très ancrées dans notre manière d'être, notre manière de vivre, que ce soit de par la pluralité, la diversité, l'hospitalité. Tout cela sont des valeurs qui nous paraissent évidentes et communes parce qu'elles sont européennes, parce qu'elles ont un même ancrage. Alors, je sais que toi, John, tu es un fervent... un fervent amateur de l'Europe, tu chéris l'Europe, tu aimes l'Europe, tu aimes ce... Oui, je me définis clairement comme européiste. Critique, mais européiste. De même. Et en fait, ce que je veux par là dire et mettre en avant, c'est politique, histoire, Europe. Est-ce qu'en fin de compte, cette triade ne serait-elle pas à son tour très, très propre à nous, très propre à nos valeurs, et que c'est grâce à ces trois conceptions-là, Europe, histoire et politique, qu'un projet comme celui que je suis en train de faire et cette discussion que nous sommes en train d'avoir est rendu possible. Et quelles sont tes pensées là-dessus? Qu'est-ce qui, selon toi, fait de notre Europe un continent qui doit demeurer dans l'histoire, une réalité qui doit demeurer, une réalité qui doit être explorée, et comment attiser finalement la curiosité des uns et des autres pour cette réalité plurielle qu'est l'Europe? Alors j'ai envie de répondre à ta question par une autre question. Est-ce qu'on parle de l'Europe en matière politique, en matière culturelle, en matière civilisationnelle ou... Alors c'est très bien, parce que c'est effectivement, je prévoyais exactement cette question. Alors, je ne vais pas m'aventurer ici dans la partie civilisationnelle que je considère est extrêmement complexe, mais à laquelle je peux vous renvoyer à un ouvrage d'un très grand historien qui s'appelle Samuel Huntington, qui a écrit un livre là-dessus, qui s'appelle Le choc des civilisations, dans lequel il évoque tout un ensemble de questions sur ce qu'est une civilisation, comment les civilisations durent dans le temps, etc. etc. Donc c'est un ouvrage clairement académique, c'est quelque chose d'extrêmement poussé et complexe, mais que je conseille fortement. Ici, je voulais parler surtout de l'Europe culturelle, ancrée sur la réalité géographique qui la définit. Voilà. Excusez-moi la question brouillante. Ok. Est-ce que tu peux me rappeler la triade que tu évoquais tantôt? Histoire, politique, Europe. Histoire, politique, Europe. Ok. Donc Europe plutôt dans le sens culturel du terme. En fait, j'ai envie d'ajouter
un quatrième pied Tu peux. à ce que ce tabouret deviendrait une chaise. Et c'est très bien. Parce que j'ai l'impression que, et on va reprendre un peu la déclaration Schuman à ce niveau-là, que justement, ça nous permet de faire aussi un lien avec la citation de Marc Bloch que tu avais prise tantôt. L'Europe, il faut bien se rappeler aussi que c'est un continent qui a été en guerre quasi tout le temps. Guerre qui s'est passée au niveau politique, au niveau militaire, au niveau culturel. Il y a eu des oppositions permanentes, que ce soit pour défendre des identités, tellement de dimensions. J'aurais beaucoup de mal à citer tout ça. Même le dépouillement de ton temps. Je vais faire la même blague. Mais je pense qu'il faut aussi rajouter la dimension économique, qui est ce qui, avec le réveil des nations à une époque, cette volonté de s'affirmer en tant que peuple, cette volonté de s'affirmer en tant que sujet de droit, s'affirmer en tant que tellement de choses. Il ne faut pas oublier, et certains pourront trouver ça malheureux, ça m'arrive parfois, mais l'Europe, ce qui a permis de la pacifier, ça a été avant tout une union économique. Ce qui a permis de tisser des ponts, ça a été travailler sur des matières qui auraient pu servir à faire la guerre, mais dont on se sert pour entretenir son économie à tel point qu'il devient dangereux pour chacun des États. Je pense ici au traité CECA sur le charbon et l'acier. On a décidé de se mettre en commun de travailler en commun pour du commerce et grandir ensemble comme ça. Et ici, heureusement, malheureusement, cette dimension est très présente. On a connu une vague, je suis désolé, mes propos sont un peu plus décousus, on a eu une vague d'europhilie très très développée. Je nuancerais en disant une période où les gouvernements avaient énormément la main en matière de développement de l'Europe, à une période où on demande beaucoup plus la vie de la population concernant l'Europe. Et le citoyen lambda, il voit cet ensemble qui s'est construit de base, qui touche à ces réalités, c'est certain, à partir de l'économie, à partir de l'absence de conflits armés, mais en même temps, qui ne l'a pas intégré directement. Et je pense que là, c'est peut-être une des faiblesses de l'Europe, qui cherche absolument à se rendre plus démocratique, plus proche du citoyen, mais elle a été construite à un moment pour je prends toujours la base du traité CECA, pour inciter les États à arrêter de se faire la guerre. Partant là, oui, ça touche aux citoyens, mais est-ce le citoyen qui va décider de déclencher la guerre avec son voisin? Non. Ce n'est pas le citoyen qui va décider qu'un État va se lancer dans de telles extrémités avec un autre. Le citoyen a des attentes beaucoup plus locales, beaucoup plus terre à terre, j'ai envie de dire. Et autant l'Europe s'est développée dans une telle quantité de matière qu'elle touche sans arrêt à son quotidien, à un tel point que mon promoteur de mémoire, Vincent Dujardin, que j'apprécie énormément, reprendra la formule un peu transformée pour dire: vous pouvez ne pas vous intéresser à l'Europe, mais l'Europe s'intéresse à vous. C'est vrai, mais le citoyen lambda ne le voit pas comme ça. Il voit l'Europe comme quelque chose de très loin, très éloigné, qui va traiter de beaucoup de matières économiques, c'est vrai, beaucoup de matières politiques, mais qui ne vont pas le concerner directement. Alors il y a eu beaucoup de discussions pour créer une identité européenne, qui a créé pas mal de réticences dans le chef de certains États, qui ont tout fait pour bloquer, dans la mesure du possible, cette identité européenne, mais malgré tout on essaie, avec une monnaie commune, qui ne sert pas qu'à l'identité européenne. Mais malgré tout, il y a ce blocage qui reste, et l'Europe cherche, elle s'évertue, mais l'Europe reste assez distante de la population. D'un autre côté, les réalités culturelles, même si l'Europe partage une histoire et des cultures, j'insiste sur le pluriel, des cultures assez communes,
ça reste difficile. L'Europe, parfois, essaie de nous convaincre un peu plus, heureusement, malheureusement, que nous formons un seul peuple, mais c'est plus compliqué, je dirais. Et j'aurais bien du mal, en tant qu'historien, de repousser totalement l'idée d'une Europe des nations, parce que ces nations sont là. Et j'avais déjà dit que quand tu employais le terme nation tantôt plutôt que le terme État, nation, ça renvoie beaucoup plus à des identités. Et justement, cette question identitaire est vraiment fondamentale à mes yeux au sein de l'Europe. Parce que on va prendre une situation très, très belge. Un Flamand se sentira flamand avant toute chose. Un Bruxellois, selon les cas, se sentira très fort européen, se sentira très bruxellois, se sentira un peu moins belge. En Wallonie, c'est encore différent. En général, Wallon se considère plus facilement belge, et ensuite Wallon, et ensuite le reste. Mais bref, cette question d'identité, de priorité, d'identification, d'identité, c'est beaucoup de i, va énormément varier d'une personne à l'autre, ce qui crée toute une série de difficultés pour l'Europe de se construire avec les citoyens. Et pourtant, je déborde un peu de la question, mais c'est vraiment fondamental. Et je pense que justement, ce quatrième pied de ce qui devient notre chaise, ici, avec donc histoire, culture et Europe, plus économie, cet aspect économique, même si le citoyen en profite en permanence des atouts économiques et commerciaux de l'Europe, c'est tellement loin pour lui, et quelque part tout est fait pour qu'il ne le voit pas. D'autre part, il y a aussi cette tendance de certains États, de certains gouvernements, à s'approprier tout ce qui a été négocié au niveau européen, tous les acquis européens, comme étant des acquis du gouvernement national. Du coup, le citoyen voit ça, il se dit « Ah ben, l'Europe, ils m'ennuient encore avec leurs trucs ». Pour des décisions qui ont été prises par les gouvernants au niveau européen, qui disent « Ah non, ça on était contre », mais ils ont eux-mêmes négocié ça au niveau européen pour que ce soit d'application. Mais quand c'est positif, quand ça va plaire aux citoyens, on a tendance à dire « Ah mais non, c'est pas l'Europe, c'est nous en fait ». C'est pas, de nouveau, c'est pas totalement faux, mais c'est pas totalement vrai non plus. On revient à la question de la nuance. Exactement. Et là, justement, l'Europe implique une série de contraintes supplémentaires pour les États légiférés, certainement. Ça oblige les États à suivre une série de décisions européennes, certainement. Mais les gouvernants et les personnes pour qui nous votons sont là aussi. Et là, il y a vraiment un gros enjeu. C'est un peu comme si les États voulaient nous entretenir dans cette idée de nation qui sont en opposition avec l'Europe. Et là, ça a créé des distances supplémentaires, des difficultés supplémentaires. Et de nouveau, cet aspect économique qui a permis la construction européenne, sans qui la construction européenne ne serait jamais lancée, sans doute. En tant qu'historien, je ne devrais pas dire que ce ne serait jamais lancé parce que je n'ai pas de boule de cristal, je ne peux pas lire dans l'avenir ni dans les autres avenirs potentiels. Mais on l'imagine mal actuellement. Mais le citoyen, c'est tellement loin de lui, comment peut-il rentrer là-dedans? Et là, il y a de nouveau un gros enjeu démocratique et politique pour permettre aux citoyens de sentir que l'Europe s'intéresse à lui, pour qu'en retour, il puisse s'intéresser à l'Europe. On est toujours dans un jeu de donnant-donnant, et la distance a créé d'une part du donnant et d'autre part une non-réceptivité, et donc quelque part soit des problèmes de communication, soit finalement un message codé qui ne passe pas forcément très clairement. Dans tout ce que tu viens de développer, moi ça m'a fait penser surtout à d'autres aspects, quand tu as évoqué la différence entre le sentiment identitaire d'un Flamand par opposition peut-être à un Wallon ou autre. Moi j'ai pensé peut-être à l'idée selon laquelle j'ai une identité individuelle, par exemple moi étant portugais, puis une fois que je prends distance ou de la hauteur sur mon identité, je me dis je suis un Portugais qui habite en Belgique, ou je suis un Portugais qui habite en Europe, et là encore je prends une autre forme de distance. Comme j'habite en Europe, je me sens européen par rapport à une différence en ce qui concerne par exemple la distinction entre un Américain et moi. Moi je vais dire non pas que je suis européen, non pas que je suis portugais, mais plutôt européen, puisqu'on serait sur un ordre de grandeur égal, et que quand l'Américain
me dira qu'il vient, par exemple, de la Caroline du Nord ou de la Caroline du Sud, là, moi, je dirais, ah, mais moi, je suis portugais. Un peu comme si, finalement, cette réalité qui est Europe est plus une réalité d'ordre de grandeur, produit d'une histoire, produit d'une culture, produit d'une économie. Il ne faut quand même pas oublier que, effectivement, la construction européenne s'est faite tout d'abord par l'économie, ce qui n'est quand même pas rien, puisqu'elle a été la condition sine qua non du premier engrenage, puisque c'est à partir de la CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier, que tout a été engendré, que tout a été démarré, si on veut, et que progressivement les engrenages se sont mis les uns avec les autres, et effectivement, beaucoup a été fait en très peu de temps. La construction européenne a démarré suite à la Deuxième Guerre mondiale, du moins dans ses débuts. Dans les années 50, elle commence, la machine se met, disons, on a les pièces de la machine et la machine se construit très progressivement. Et à l'heure actuelle, en 2023, nous avons quand même quelque chose d'assez phénoménal, il ne faut pas se le cacher. On a quand même des libertés qui sont négligeables et qui sont et qui ont été acquises et construites grâce... Des libertés qui sont non négligeables. Des libertés qui sont non négligeables, oui. Pardon, qui ont été acquises et construites et qui continuent à se développer grâce à l'Europe, justement. Et ce que tu disais aussi sur la notion de distance entre le citoyen et le dirigeant politique, ici plus dans la sphère européenne plutôt que dans la sphère nationale, c'est qu'il a tendance, ici je prends l'exemple du citoyen lambda, de se dire « Ah ouais, c'est l'Europe, hein, moi je sais pas trop comment ça se passe et tout ». Voilà, il y a cette idée vraiment de distance et donc d'une potentielle perte de légitimité de la part de l'Europe. Alors on parle de l'Europe comme entité ici, comme pluralité de réalité bien sûr, qui, malgré sa transparence, parce qu'elle est transparente, elle montre, on a accès à la pluralité de données, notamment grâce à des outils statistiques comme Eurostat, qui nous montrent des statistiques sur de très grands sujets, sur des décisions qui ont été prises et rendues publiques, etc., etc. Donc le citoyen a accès à toute cette information. Il n'en demeure néanmoins que cette distance constitue encore un frein pour beaucoup, même si plus autant qu'avant, mais elle demeure encore pour beaucoup un obstacle non négligeable. Donc, voilà. Avant que l'on conclue notre entretien, dans ce petit format que j'ai, il y a une question bonus. Oui. Et en fait, la question bonus, ici, on inverse l'ordre des choses. C'est toi, John, l'invité, qui a le droit de me poser une quelconque question, qu'elle soit en lien ou pas par rapport à ce qu'on a discuté, ou voilà, toute autre question qui te traverse l'esprit. Tu as le droit, toi, de me poser une question à moi. Alors, il y a une question qui me brûle les lèvres. Je pense que tout le monde a très bien compris ma position là-dessus, mais j'aimerais bien avoir la tienne, histoire de te challenger un peu en retour. Quel est l'intérêt de l'histoire aujourd'hui dans la société? Je ne m'attendais pas à cette question. Je m'attends à aucune question. Quel est l'intérêt de l'histoire aujourd'hui? Alors, il est devenu pour moi, et ici je vais répondre avec deux casquettes, la casquette de citoyen lambda et la casquette de philosophe au même temps, c'est-à-dire que je n'établirai pas de frontière entre les deux. L'histoire, je la vois plutôt comme un outil non négligeable, un outil qui est devenu peut-être le plus important dans sa relativité, bien sûr, mais un des plus importants en termes de repères. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais utiliser l'analogie de la boussole. La boussole, c'est un instrument également que j'utilise quand je ne sais pas où je vais. Or, nous l'avons dit au long de cet entretien que le futur est par nature incertain. Étant incertain, j'ai quand même besoin d'avoir des repères. La boussole nous dit où est-ce que je suis. Et puis, à un moment, je cherche le nord. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut se diriger forcément vers le nord, mais disons que le nord reste toujours le point de repère universel à suivre si l'on veut trouver son chemin, si l'on veut trouver sa route. À l'heure actuelle, et c'est un sentiment très profond que j'ai, c'est que je remarque que, et je ne pointe pas spécialement une tranche d'âge précisément ou autre, je pense que d'une part, il y a
un désintérêt pour l'histoire et en même temps une renaissance. Je m'explique. Le désintérêt vient peut-être d'une non-curiosité ou tout simplement de ces bombardements d'informations dont on a mentionné. Et donc de toute façon, vu que je suis surstimulé, je n'ai aucune raison de m'intéresser à l'histoire parce que ça va être ennuyant, parce que ça va être ennuyeux, parce que ça va être lourd, et parce que de toute façon, qu'est-ce que je veux apprendre des malheurs du monde du passé? Et en même temps, on assiste à une renaissance parce que je pense qu'il y a des jeunes adultes, plus ou moins de notre tranche d'âge, qui sont capables de se redresser vers des pratiques liées à l'histoire, notamment à l'idée de bien s'habiller, de regarder le passé, de voir comment s'habillaient nos parents, nos grands-parents, de se tourner vers certaines époques. Il y a également un intérêt pour, je ne sais pas moi, le Moyen-Âge, la question de la chevalerie. Ce sont quand même des idées assez universelles auxquelles on peut, je pense, tous se réunir autour d'une même table et discuter dessus. Et je pense qu'il y a des valeurs là-dedans universelles que l'histoire nous montre, nous expose et nous fait rendre compte que peut-être tout n'est pas perdu justement et que on revient au risque de me répéter, mais que l'histoire est marquée par des crises, par des moments difficiles, mais que ces moments difficiles ont créé des êtres forts qui, eux, ont surmonté ces intempéries et ces moments difficiles, et qui, grâce à cette difficulté même, nous avons pu aboutir à peut-être plus de confort, peut-être des facilités par-ci, par-là, qui ne sont pas seulement des moments éparses ou des petits moments simples dans le temps, mais qui s'inscrivent dans cette grande ligne du temps auquel on appartient tous, qu'elle s'appelle humanité ou qu'elle s'appelle notre vie sur Terre. Et que donc, pour conclure, parce que j'ai peur de me répéter et de tracer ma question, ma réponse, pardon, tout au long de mes propos, mais l'histoire est un repère impératif pour notre époque en tout cas. Ce n'est pas le seul, mais du moins en termes de repère, il me paraît essentiel de relire des livres d'histoire, voir les dates, pas spécialement parce que ça pourrait être lourd ou chiant ou pesant, mais plutôt pour voir ce qui s'est passé à telle époque, pourquoi est-ce que telle époque est importante, pourquoi est-ce que telle époque a été marquée historiquement, pourquoi est-ce que à partir de la Renaissance, on a l'émergence de la pensée rationnelle, qu'est-ce qui a mené à ça, quels sont les facteurs, quelles sont les circonstances, pourquoi les hommes de l'époque avaient changé leur perspective sur le monde, sur Dieu, etc. Tout un ensemble de paramètres finalement qui décrivent notre réel et qui sans eux, nous sommes sans repère. Et donc il me paraît essentiel d'aller non seulement les rechercher, se ressourcer, s'informer et aller au-delà aussi de tous ces aspects pour mieux tenir nos propos, pour renforcer aussi notre critique historique justement, notre forme de critique historique. Voilà, ce serait ma réponse. Ok, merci. Alors, on touche à la fin de notre petit entretien, ou grand entretien, je ne sais pas. Donc dans ce format, j'aurais tendance à te demander 3 livres qui t'ont particulièrement marqué et que tu as envie de partager avec nous, et un conseil pour la jeune génération. Alors ça peut être, jeune génération, ça peut être des adolescents, des jeunes adultes, ou des adultes tout court. Voilà, la parole est à toi. Ok, alors je citerai en tout premier lieu un livre que j'ai déjà évoqué, L'histoire des mémoires et l'oubli de Paul Ricoeur. Ensuite, un auteur que toi tu as abordé, Combat pour l'histoire de Marc Bloch. Et j'en caserai un peu 2 en un. Le passage à l'Europe et Quand l'Europe improvise de Luc Van Middelaar, qui présente un point de vue très critique, mais extrêmement nécessaire. Critique pas dans le sens où il dégomme, mais critique dans le sens où il est sans compromis et cherche vraiment à être le plus objectif possible les réalités européennes. Pardon. Merci. J'allais dire, excellentes ces références. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter avant de penser aux jeunes générations, quelque chose que tu veux dire ou qu'on n'a pas abordé, ou tout simplement un ressenti personnel? Je dirais ce qu'à l'époque je disais à mes élèves: ne soyez pas des moutons, ne suivez pas aveuglément tout ce qu'on vous dit,
soyez critique avec ce qu'on vous dit, vérifiez, prenez votre avenir en main et devenez des bonhommes et des madames, pas des moutons. Je pense qu'ils aimeront ça, ceux qui écouteront ce podcast. Merci beaucoup, John. Merci à toi. Merci.